haut débit servent justement à séquencer des grandes séquences d'ADN, et notamment en fait les génomes qui concernent toutes les, que ce soit des génomes eucaryotes, des génomes des archées, des génomes des bactéries, etc. C'est-à-dire tout le patrimoine génétique contenu dans une cellule. L'idée de ce cours maintenant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi et comment on va en fait pouvoir annoter ces génomes et notamment en fait rechercher de façon systématique quelles sont les informations contenues dans ces séquences d'ADN. Puisque quand on séquence donc nos génomes, on va retrouver une succession en fait de lettres ATGC. Comment est-ce qu'on va pouvoir interpréter cette séquence? Qu'est-ce qu'il y a comme information? Toutes ces informations, évidemment, sont basées sur la connaissance que l'on a déjà au préalable sur l'ADN. Il est évident qu'on va pouvoir faire de l'annotation des génomes parce qu'on a suffisamment d'informations émanant des biologistes pour maintenant pouvoir, de façon relativement systématique, annoter nos génomes et donc donner toutes les informations que l'on peut avoir sur ces séquences-là. Donc, les questions que l'on va se poser, c'est qu'est-ce que l'annotation et pourquoi le fait-on? Qu'est-ce qu'on cherche quand on fait l'annotation? Donc, quelles sont les informations que l'on cherche sur ces séquences d'ADN? Très grandes, évidemment, puisqu'on parle de génome, donc c'est à l'échelle des patrimoines génétiques cellulaires. On va voir en fait quelques exemples d'annotation. Comment est-ce qu'on fait l'annotation? Et de façon extrêmement simple, et vous aurez un TD adossé là-dessus, enfin un TD qui est divisé en deux parties. Votre TD 5, TD 6, ce sont les 2 ou 4 et 5, je ne sais plus, je pense que c'est plutôt 4 et 5, qui sont basés justement sur la notation des génomes. Et donc, au travers de ces exemples-là, vous allez comprendre comment est-ce que, à partir des bases de données, des informations déjà connues, des outils réalisés par des informaticiens, on peut en fait revoir justement ces structures en fait de gènes, mais aussi toutes les informations contenues dans les séquences. Alors, les questions qui concernent le cours précédent, il faudra les poser, je réponds à Romain, il faudra les poser en fait en TD, puisque en fait on ne pourra pas avoir, si on veut avancer sur les cours, je ne pourrai pas répondre à cette question-là. Mais par contre, en TD, quand vous allez revoir vos enseignants en plus petits groupes, vous pourrez en fait revoir cette technique. Il y a des vidéos, comme je vous disais, en fait, sur YouTube, sur cette technologie, et vous pouvez en fait vous appuyer sur... il y a plein de vidéos, dont la vidéo que je vous ai montrée, elle est sur YouTube, bien entendu. Donc, au travers de ces quelques exemples d'annotation, on va comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Mais la première des choses qu'il faut absolument que vous sachiez, et ça, on va revenir dessus en détail, c'est que si vous voulez comprendre comment est-ce qu'on fait de l'annotation de séquences, il faut que vous connaissiez parfaitement la structure des gènes, puisque si on va rechercher un gène sur une séquence, qu'on va essayer d'annoter cette séquence. Annoter, ça veut dire rechercher tous les signaux et puis prendre la séquence et noter là, de ce point-là, de ce nucléotide-là, 145 jusqu'au nucléotide 3600, j'ai la structure d'un gène qui est composé de ça, puis de ça, puis de ça, et on va annoter nos séquences. Pour pouvoir faire ça, il faut que vous connaissiez parfaitement la structure des gènes. Et donc là, on va faire évidemment un rappel sur la structure des gènes bactériens et des structures eucaryotes, qui sont des choses que vous avez déjà vues en L1. Donc on va faire un petit rappel là-dessus, et c'est très important. Et ensuite, à la fin du cours, évidemment, l'essentiel, c'est de savoir comment on fait la notation, et je vous disais que ça, vous le verrez en plus en TD. Donc, surtout la structure d'un gène bactérien, c'est ça qu'il faudra voir. Et on va faire ici annotation bactérienne et annotation eucaryote. Alors, quand on fait de la notation en génomique, quel est le rapport justement entre la notation et la génomique? Ce que je vous disais, c'est qu'on a des données de séquençage qui sont donc des acides nucléiques, une succession d'ADN. Mais quand on fait de la notation, on fait ce qu'on appelle de
la génomique structurale. C'est-à-dire qu'on va, à travers ces génomes, définir la structure de ces génomes. Autrement dit, annoter ces génomes pour savoir où est-ce que sont les séquences codantes, où est-ce que sont les séquences promotrices, où est-ce que sont les RBS, où est-ce que sont les séquences régulatrices, où est-ce que sont en fait les séquences qui permettent l'expression et la régulation de l'expression des gènes, etc., etc. Ensuite, ces données de séquençage, donc ces génomes, on va faire de la génomique fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre l'expression des gènes. Et comprendre l'expression des gènes en génomique fonctionnelle, c'est ce qu'on verra au semestre, l'année prochaine, en fait, au semestre 6, en BI 623, où là, on fera une étude de transcriptomique, c'est-à-dire qu'on étudiera tous les transcrits de vos génomes, et on fera, en fait, de la protéomique, c'est-à-dire qu'on va corréler les ARN messagers qui sont exprimés avec les protéines qui sont exprimées et qui sont donc fonctionnelles dans la cellule. Et ça, on s'appuie sur les données de séquençage, évidemment, des protéines également. Donc, nous, ici, on va faire ce qu'on appelle de la génomique structurale, c'est-à-dire de l'annotation des génomes. Donc, c'est quoi, rapidement, l'annotation des génomes? En fait, on a plusieurs façons de le faire, on a plusieurs outils et on a plusieurs façons de le montrer. C'est-à-dire que on va pouvoir aller rechercher où sont les gènes, où sont plein de structures que l'on connaît, mais on va pouvoir ensuite le schématiser à façon. C'est-à-dire que là, ce sont les informaticiens qui vont faire des formats graphiques en discutant avec les biologistes, en disant ça serait mieux de le montrer comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Donc, par exemple, ici, vous avez l'annotation du génome de Haemophilus influenza, qui est un virus, et donc vous voyez que son génome, il est circulaire. Ici, en fait, il faut s'imaginer que c'est la séquence d'ADN, donc, et cette séquence d'ADN, elle est annotée. En fait, tous les cercles représentent la séquence d'ADN, mais avec justement des informations sur chaque cercle qui sont des informations différentes. Donc, ici, par exemple, vous voyez le premier cercle, ce sont les sites de restriction. Donc, tout ce qui est noté dans ce premier cercle ici autour, enfin le premier ou dernier, ça dépend dans quel sens vous prenez, vous voyez qu'en fait, on a les noms des enzymes de restriction. Ça, c'est votre cours de BI 440, pour ceux qui le suivent, en fait, les enzymes de restriction, note 1, SMA1, etc., qui coupent ce génome. On peut, le deuxième cercle, vous voyez ici, ce sont les ORF, c'est-à-dire en fait les phases ouvertes de lecture. Les phases ouvertes de lecture, elles sont spécifiées ici par toutes ces bandes-là. Ensuite, on a un troisième cercle qui spécifie les régions qui sont riches en GC, qui sont violées, et celles qui sont riches en AT. Voilà, peu importe. Voilà, c'est un exemple d'annotation et d'information que l'on peut recevoir, que l'on peut avoir sur des génomes. Une autre façon d'annoter, c'est par exemple, ici, c'est Mycoplasma genitalium, où en fait, vous voyez que la séquence, elle est linéaire et qu'on voit plein de flèches différentes qui correspondent au marquage de gènes. Et les gènes sont classés comme étant, en fait, jaunes, ce sont des gènes de la famille de, je ne sais pas, enfin, il faut rentrer en détail, les rouges, les noirs, etc. Et ils sont dans un sens ou dans un autre sens, c'est-à-dire que vous savez qu'on a sur l'ADN, on peut avoir des brins de sens ou des brins multisens, et dans l'inverse complémentaire, et on peut avoir successivement des séquences codantes sur les deux. Donc, on va revoir cette notion de phase ouverte de lecture, ne vous inquiétez pas pour la notation, puisque c'est important. Et du coup, voilà comment on peut montrer la notation. Ici, c'est la notation d'un chromosome, c'est un chromosome humain, et vous voyez que, par exemple, là, il y a des milliers, des centaines de milliers de bases qui sont compactées sur ce chromosome. Et en fait, la notation, ici, c'est juste, on voit qu'on imagine les quantiques, donc c'est ce que je vous disais la dernière fois, les quantiques qui ont permis de séquencer cet ADN, et on clique là-dessus et on peut avoir toutes les informations, on peut avoir accès à différentes régions et rentrer de plus en plus dans le détail jusqu'à la séquence, jusqu'au gène ici précis. Vous voyez, tous les petits carrés bleus, ce sont des gènes, et si on clique dessus, on peut avoir toutes les infos. Voilà, en fait, on peut petit à petit avoir une information très
grossière, en zoom euh, négatif, enfin, il n'y a pas de zoom ici, et petit à petit, on peut zoomer sur le génome et arriver jusqu'à la séquence du gène. Voilà les différentes façons de montrer tout ça. Nous, on va plutôt regarder une séquence, les séquences ADN et les annoter en spécifiant plus particulièrement comme ça des boîtes où on va retrouver des séquences codantes et marquer en fait toutes ces séquences codantes. Et ça, vous le ferez en TD. Donc voilà comment est-ce qu'on peut graphiquement montrer de différentes façons. Et il y en a encore d'autres. Nos génomes. La question maintenant, et ça, j'insiste bien sur le fait que vous devez parfaitement le connaître, puisque c'est là-dessus qu'on s'appuie pour faire de la notation, c'est que si on doit noter nos séquences et donc détecter la présence de gènes, il faut connaître la structure d'un gène. Puisque vous allez dire à votre informaticien, à l'origine, c'est ça, ce sont les informaticiens qui ont parlé avec les biologistes, et en fait, ils ont dit, bon, ben voilà, il faut faire des outils, des logiciels qui permettent de détecter de façon automatique des gènes sur ma séquence d'ADN. Donc, ils ont discuté ensemble et ils ont discuté sur qu'est-ce que c'est que la structure d'un gène et à quoi ça sert. Donc, vous savez très bien que les gènes, ça permet la transmission d'informations génétiques, mais ça permet aussi de rendre fonctionnels nos génomes, autrement dit, d'exprimer des protéines. Et donc, sur un gène qui est de l'ADN, il faut que ce gène, il y ait un phénomène de transcription pour avoir un ARN messager. Alors, au départ, on a un pré-ARN messager, puis un ARN messager mature. Donc, cet ARN messager va être ensuite traduit. Donc, il y a d'autres phénomènes de maturation de toutes ces protéines pour arriver à la protéine mature active. Voilà à quoi sert le gène. Le gène, il sert à avoir une protéine mature active. Comment est-ce que, à partir de toutes ces informations de phénomènes de transcription et de traduction, puis de maturation après transcription, puis de maturation après traduction, comment est-ce qu'on peut connaître toutes ces informations sur une séquence d'ADN? Pour ça, en fait, il faut savoir comment fonctionnent ces phénomènes de transcription et de traduction. Donc, petit rappel, la transcription, comment ça fonctionne, vous le savez très bien, c'est par rapport à la connaissance que l'on a du code génétique. Comment on passe de l'ADN à une protéine? On a pour ce faire des codons. Donc, chaque codon de 3 lettres code pour un acide aminé ou alors un codon stop, d'accord, que vous avez déjà vu et vous devez absolument savoir que le codon d'initiation, le codon start ou codon d'initiation, c'est AUG ou ATG si on parle de l'ADN, AUG si on parle de l'ARN messager, d'accord? Donc, cet ATG, il code pour la méthionine, ou la formule méthionine chez les bactéries, vous l'avez vu en première année. Parfois, il y a des codons d'initiation alternatifs dans les vertébrés, donc ce n'est pas forcément toujours ATG, mais ça, vous le verrez plus tard. Là, au jour d'aujourd'hui, on retient que le codon start, c'est ATG. On a 3 codons stop. Sur l'ARN, c'est UAA, UAG ou UGA, ou si on regarde sur l'ADN, qui est la séquence correspondante, qui est la séquence matrice, on a TAA, TAG ou TGA. Et comme on a en fait 4 nucléotides différents, c'est-à-dire ATGC, un codon est composé de 3 lettres, d'accord? On a donc 4 puissance 3, c'est-à-dire 64 codons différents. Mais sur ces 64 codons différents, ils codent pour seulement 20 acides aminés et 3 codons stop, ce qui veut dire que, vous voyez par exemple la leucine, elle est codée par ces 4 codons ici qui sont C, U, U ou C, U, C ou C, U, A ou C, U, G, plus U, U, A, U, U, G. Donc il y a 6 codons qui codent pour la leucine. C'est ce qu'on appelle la dégénérescence du codon génétique ou des codons synonymes, c'est-à-dire des codons qui vont coder pour le même acide aminé. Voilà. Donc là, vous savez tout sur comment on passe d'une séquence ADN à une protéine. D'accord? Donc voilà, ça c'est le code génétique. Mais ça ne suffit pas pour savoir en fait comment est-ce qu'on va finalement détecter la présence d'un gène. Un gène,
il faut savoir qu'il est contenu dans ce qu'on appelle une phase ouverte de lecture, ou en anglais, Open Reading Frame, c'est-à-dire ORF. Donc, quand on entend parler d'ORF, c'est la phase ouverte de lecture. Une phase ouverte de lecture, sa définition, c'est qu'elle est contenue entre deux codons stop et qu'elle contient en fait un gène. Donc, une phase ouverte de lecture, c'est une séquence, lorsqu'on la lit en fait codon par codon, qui est contenue entre deux codons stop et qui contient potentiellement une séquence codante, donc qui contient la structure d'un gène. Autrement dit, lorsqu'on regarde sur une séquence d'ADN, codon par codon, si on trouve des codons stop, les codons stop sont toujours symbolisés par des étoiles. Si je regarde ici, j'ai ma séquence d'ADN, donc il faut s'imaginer que ici, alors attendez, je vais vous la noter pour que vous compreniez bien. Ici, j'ai ma séquence d'ADN, d'accord? Là, j'ai ma séquence d'ADN. Là, j'ai un codon stop, un autre codon stop, un autre codon stop, un codon stop et un codon stop. Lorsque on lit la séquence ADN, codon par codon, c'est-à-dire 3 par 3, à chaque fois que j'ai un codon stop, entre ces deux codons stop, j'ai peut-être, potentiellement, une phase ouverte de lecture. Et pour savoir si j'ai une phase ouverte de lecture entre ces deux codons stop, il faut que j'aille voir s'il y a la présence de séquences codantes et de toute la machinerie nécessaire pour un gène. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a des points d'interrogation, parce qu'entre chaque codon stop, on va s'interroger sur est-ce qu'entre ces codons stop, j'ai une ORF? Oui, parce que j'ai détecté la présence d'un gène. Donc, il va nous falloir maintenant détecter la présence de codons stop et regarder en fait entre tous ces codons s'il y a quelque chose qui se passe. Alors, la structure du gène bactérien. Diapositive extrêmement importante et notamment en fait cette partie ici. La structure d'un gène bactérien, elle est souvent en opéron. Un opéron, c'est quoi? La définition d'un opéron, c'est que ce sont plusieurs séquences codantes qui sont régulées par et exprimées par un seul promoteur. Donc, on a un promoteur ici, on a une première séquence codante, ici, on en a une deuxième, ici, on en a une troisième. Donc, quand on vous dit qu'un gène bactérien est souvent un opéron, ça veut dire que ici, on a affaire à un opéron parce qu'on a ces trois séquences codantes qui sont régulées par un seul promoteur. Si on n'avait qu'une seule séquence codante, on aurait en fait une structure de gène bactérien toute simple, qui ne serait pas un opéron, qui serait qu'on a juste cette partie-là. Ça, c'est un gène bactérien qui n'est pas un opéron, puisqu'on a une seule séquence codante qui est régulée par un promoteur. Voilà, tout simplement. Donc, là, on vous a mis l'exemple d'un opéron, puisque c'est plus compliqué qu'une structure simple. Mais voilà, on a de tout dans les gènes bactériens. On a soit une seule séquence codante régulée par un promoteur, soit un opéron, en fait, où on a plusieurs séquences codantes qui sont régulées par le même promoteur. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut un promoteur et c'est quoi, en fait, tout ce qui décrit, en fait, tout ce gène? Alors, la première chose, c'est que ce promoteur ici, il sert à quoi? Ce promoteur, il sert à la transcription de notre gène. Comment ça fonctionne? L'ARN polymérase reconnaît ici le promoteur. Elle vient se fixer dessus. Je la symbolise ici comme ça. Elle reconnaît cette séquence promotrice. Elle lit la séquence d'ADN et elle reconnaît ici le point +1. Ce point +1, c'est ce qu'on appelle le point +1 de transcription. À partir de ce point +1 de transcription, elle va commencer à
transcrire. Ici, elle va commencer à partir de là et elle va synthétiser l'ARN messager jusqu'au terminateur qui est le terminateur de transcription. Et ici, on a donc l'ARN messager. Donc, la première chose qu'il faut savoir dans notre gène bactérien, c'est qu'il faut un promoteur pour que l'ARN polymérase puisse reconnaître ce promoteur, lire la séquence ADN. À partir du point +1 de transcription, elle commence à faire la transcription et elle s'arrête au niveau du terminateur. Voilà, première chose. Comment, à partir de cet ARN messager, on va maintenant synthétiser nos protéines? Ben, l'information qui est contenue sur cet ARN messager, c'est la même que sur l'ADN, sauf que les T sont des U. Mais sinon, le transcrit, c'est la même séquence que l'ADN, avec juste les adénines qui sont transformées par des thymines. Donc, du coup, on a ici les séquences codantes numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Pareil. Comment ça va être transformé en protéines? Ben, la machinerie de traduction, donc là je dis bien la machinerie de traduction, va venir traduire ces séquences codantes l'une après l'autre pour faire 3 protéines différentes. Cette machinerie de traduction, c'est tout un ensemble d'ARN ribosomique et de plein d'autres choses, en fait, d'ARN de transfert, etc. etc. Faut revoir les cours de première année pour que vous vous souveniez bien comment fonctionne la traduction. Et là, c'est tout d'abord, le premier acteur, c'est le ribosome, la petite sous-unité du ribosome. Et la petite sous-unité du ribosome, elle va venir reconnaître ce qu'on appelle le RBS, qui veut dire Ribosome Binding Site, site de fixation du ribosome. Et vous voyez qu'en fait, devant chaque séquence codante, il y a un site de fixation du ribosome. Vous voyez, ici, on a un RBS, ici, on a un RBS. Donc, si on reprend le schéma qui est en dessous, d'accord, on a l'ARN messager qui est ici. Et donc, pardon, en fait, on a l'ARN messager qui est ici. Excusez-moi, il est ici, l'ARN messager. D'accord, voilà, hop, là, c'est l'ARN polymérase. Hein. Donc, l'ARN messager a synthétisé l'ARN. Et vous voyez qu'en fait, les ribosomes, ils sont venus se fixer ici, sur ce site-là. Ils synthétisent, ils glissent sur l'ARN messager, ils synthétisent la première protéine. Ils sont venus se fixer sur ce RBS-là, ils sont en train de synthétiser cette deuxième protéine. Ils sont venus se fixer ici et ils sont en train de glisser sur l'ARN messager et ils synthétisent cette troisième protéine. Donc, il faut que devant chacune des séquences codantes, il y ait un site de fixation du ribosome pour que la CDS, c'est-à-dire la séquence codante, CDS, ça veut dire Coding Sequence. Donc, CDS, donc on voit la séquence codante numéro 1, elle est traduite grâce au site de fixation du ribosome ici, et donc il arrive jusque-là, et il va traduire. Comment se fait cette traduction? Ben là, on a vu, c'est le code génétique. Donc, la traduction commence à l'ATG, donc ATG, premier acide aminé. Et ils vont synthétiser, en fait, la première protéine ici, qui est la bêta-galactosidase dans cet exemple. Donc, premier ATG, etc., etc. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a à la fin de notre séquence codante? On a un codon stop. Donc, dès qu'il y a le codon stop, pouf, les ribosomes se décrochent, la protéine, en fait, elle est libérée et, en fait, elle va devenir fonctionnelle. Les ribosomes vont se fixer sur le RBS, mais en fait, il ne faut pas s'imaginer que d'abord, ils vont venir ici se fixer sur ce premier RBS, ils vont synthétiser ça, puis se fixer sur celui-là et synthétiser ça, puis non, les ribosomes, en fait, il y en a partout
dans la cellule. Et donc, du coup, en fait, ils vont venir tous reconnaître les RBS et donc synthétiser en même temps toutes ces protéines. Et donc, on va avoir les 3, ici, séquences codantes. S'il y en avait plus, les 3 protéines seraient synthétisées en même temps. Donc, si on revoit la structure maintenant de notre gène bactérien, pour avoir un gène, il faut que l'on ait donc la possibilité de trouver des séquences codantes, la possibilité de trouver des promoteurs et la possibilité de trouver des RBS et des terminateurs. Autrement dit, pour détecter la présence d'un gène, il faut qu'on arrive à détecter tous ces signaux. Ces signaux, ce sont donc les séquences codantes, ce sont donc les promoteurs avec les terminateurs et les sites de fixation des ribosomes. Autrement dit, les séquences codantes, puis les signaux de transcription, que sont promoteurs et terminateurs, et les signaux de traduction, que sont les RBS. Donc, pour cela, il faut connaître un petit peu au niveau des séquences, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est capable de reconnaître un promoteur? Est-ce qu'on est capable de reconnaître la séquence d'un RBS? Est-ce qu'on est capable de reconnaître une séquence codante? Ben oui, on est tout à fait capable de les reconnaître parce qu'on sait à quoi elles ressemblent et de quoi elles sont composées. Donc, on va pouvoir aller les détecter. Donc ça, c'est la structure du gène bactérien. Et donc, si je reprends, en résumé, de quoi est composée la structure d'un gène bactérien? Je vous ai dit de séquences promotrices. Mais attention, les promoteurs, ce n'est pas une séquence promotrice. Un promoteur, il est constitué de plein de petites choses. De ce qu'on appelle les boîtes moins 35, ou boîte moins 10, ou Tata Box, ou boîte de Pribno, plus d'autres séquences, etc., etc. Nous, on prendra en fait comme exemple dans la structure du gène bactérien, on ira rechercher en fait ce qu'on appelle les boîtes moins 35 et moins 10. C'est tout, on s'arrêtera là. Ensuite, il y a des séquences régulatrices. Oui, je vous ai dit ici que quand on regarde, on a notre promoteur, en fait, et ce promoteur, il est sur des séquences régulatrices. Ces séquences régulatrices, nous, en TD, on ira en chercher un petit peu, mais ça va nous permettre de comprendre comment fonctionne notre gène, et de bien annoter notre gène, mais ce n'est pas ce qui va nous permettre de détecter la présence d'un gène. La présence d'un gène, il faut qu'il y ait des séquences codantes, des promoteurs et promoteurs terminateurs et des RBS. Après, tout le reste, séquences régulatrices, ça va nous permettre de comprendre la fonction de ce gène, mais ce n'est pas ça qui va nous aider à comprendre réellement la présence du gène. Donc ça sera la deuxième partie du TD, où, au travers de l'annotation des génomes, on va pouvoir aller annoter comment fonctionne notre gène. Ça, c'est une étape supplémentaire. Donc, je reviens ici. On va pouvoir aller annoter aussi les séquences régulatrices, donc tout ce qu'on appelle opérateurs, régulateurs, etc., etc. La structure d'un gène, c'est aussi des séquences codantes ou coding sequence en anglais, donc CDS. Quand vous entendez parler de CDS, ce sont les coding sequences. Et ce qu'il faut évidemment bien savoir, c'est qu'une CDS commence avec un codon d'initiation, un codon start, qui est le codon ATG, et se termine toujours par un codon terminaison, qui est le codon stop. Et ces codons, il y en a 3 différents, c'est TAA, TGA, TAG. Et vous devez les connaître également. Ensuite, dans la structure d'un gène bactérien, on va retrouver tout ce qui est signal de traduction ou RBS pour Ribosome Binding Site, qui est appelé aussi la séquence de Shine-Dalgarno, puisque c'est en fait Shine-Dalgarno qui les avait découverts, donc le nom, mais nous, on va l'appeler toujours RBS. Et ensuite, évidemment, dans les séquences, il y a aussi des terminateurs de transcription, mais qui sont un petit peu plus compliqués à aller rechercher, donc on n'ira pas les chercher non plus. Donc,
Nous, dans notre TD, on vous dira comment aller rechercher séquences promotrices, boîte moins 35, boîte moins 10, des séquences codantes et du RBS. Ensuite, pour comprendre la fonctionnalité, on ira rechercher quelques séquences régulatrices, mais on n'ira jamais chercher les séquences terminateurs de transcription qui sont un petit peu plus complexes. Voilà, en fait, ce qu'il faut aller rechercher pour connaître la structure d'un gène. Donc, ici, quand on parle de la structure d'un gène, ici, c'est tout ça, le gène. D'accord? Ça, c'est le gène. Alors, petite remarque, en fait, ici, on vous dit que la transcription se fait en une seule fois. Vous vous souvenez, c'est que l'ARN polymérase vient se fixer sur le promoteur et transcrit tout en même temps. D'accord? Et ensuite, les ribosomes viennent se fixer sur chaque RBS et vont traduire toutes les protéines aussi en même temps. D'accord? Après, évidemment, si c'est un opérant, il y a peut-être des régulateurs. Et vous savez en fait que si on prend ici l'exemple de l'opérant lactose, vous savez que l'opérant lactose répond à la présence du lactose et qu'on peut avoir un répresseur. Et donc, sur cet opérateur ici, on peut dire oui, on synthétise l'ARN messager et les protéines, ou non, stop, on ne synthétise pas. Donc ça, on verra un peu au niveau de cette régulation, comment ça fonctionne en TD. Et vous le voyez aussi, je pense, un petit peu, pour ceux qui font un peu de génète, vous le voyez aussi en parallèle, mais vous n'avez pas besoin forcément de l'avoir déjà vu pour qu'on puisse comprendre ensemble en TD comment va être régulée ces séquences d'opérants. Donc, voilà la structure du gène bactérien. On parle donc de séquences codantes, on parle de promoteurs, de terminateurs, de séquences régulatrices, etc., etc. La structure du gène eucaryote. Là, c'est un petit peu plus compliqué. La structure du gène eucaryote, comme vous le savez, donc, on a des séquences codantes et des séquences non codantes. Et on a des exons et des introns. Alors, comment fonctionne comment est-ce qu'on peut détecter la structure d'un gène et donc comment est-ce qu'on décrit la structure d'un gène? Chez les eucaryotes, on a toujours un seul promoteur qui va réguler, en fait, ici, une protéine. Donc, la synthèse d'une protéine. D'accord? Donc, on ne parle pas ici forcément sur notre ADN de CDS, de séquences, de séquences codantes, puisqu'elle est morcelée, notre protéine. Notre séquence codante qui commence normalement par un codon ATG et un codon stop, ici, elle est morcelée en petits morceaux, puisque on va avoir la présence d'introns et d'exons. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va faire le même cheminement qu'on a fait dans les bactéries. Et je réponds à la question, il n'y a donc pas d'introns chez les bactéries? Oui, il n'y a pas d'introns chez les bactéries. On parle de séquences codantes, mais on ne parle jamais d'introns et d'exons chez les bactéries. D'accord? Donc, ici, on a un promoteur. Le promoteur, on a vu à quoi il sert. Il sert à l'ARN polymérase à venir se fixer sur cette séquence parce qu'elle reconnaît spécifiquement cette séquence. Elle se balade sur la séquence ici d'ADN et elle reconnaît le point +1 de transcription et elle vient donc transcrire jusqu'au terminateur de transcription et elle lâche, elle décroche. Elle a donc synthétisé cet ARN messager. Voilà comment ça marche. Donc, on a ce promoteur reconnu par l'ARN polymérase et donc on a l'ARN messager. De quoi est composé cet ARN messager? Cet ARN messager, c'est ce qu'on appelle le pré-ARN messager, puisqu'en fait, il va être maturé.
L'ARN messager, c'est ce qu'on appelle le transcrit. Le transcrit, c'est l'ARN polymérase qui transcrit la séquence d'ADN en ARN. Ce transcrit, il va être maturé. C'est-à-dire qu'il va éliminer toutes les séquences introniques ici. C'est ce qu'on appelle l'épissage. Et l'épissage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va créer une épissure. Je vais vous le symboliser en bleu. Il va créer une épissure entre tous les exons. Il va épicer, c'est-à-dire il va raccorder ça à ça, ça à ça, ça à ça et ça à ça. C'est ça, en fait, l'épissage. Donc, on va éliminer toutes les séquences introniques. Qu'est-ce qu'on va retrouver ensuite dans notre ARN messager mature? On ne va retrouver que les exons qui sont les séquences, les gros rectangles ici. Et en plus de ça, il va y avoir une maturation ici en 5' qu'on appelle le capping, une maturation ici en 3' qu'on appelle la queue polia. Mais ce qui est très important à retenir, c'est que on passe d'un ARN messager ici, qui est grand, qui est le pré-transcrit, qui contient toutes les informations sur cette séquence qui commence au début de la transcription et qui se termine au niveau du terminateur de transcription. Et cet ARN messager va être maturé pour épicer tous les exons entre eux en éliminant les introns. Puis, maturation en 5', maturation en 3', on a notre transcrit mature. Que contient notre transcrit mature? Notre transcrit mature, il contient l'exon ici, en orange, qui est l'exon qui contient l'ATG de la partie qui est la séquence codante. Cette séquence codante, elle est contenue donc dans une seule partie de l'exon orange, tout l'exon rouge, tout l'exon brun et une partie de l'exon rose, puisque cet exon rose, il contient le codon stop, mais il a une partie qui est non codante. Donc, vous voyez que le premier exon ici, que l'on a sur notre séquence codante, il a une partie qui est non codante et une partie qui est codante. Tous les exons internes sont codants. Le dernier exon de notre séquence codante, il a une partie codante et une partie non codante. Les autres exons, ce sont les 5' UTR, exons, qui sont ce qu'on appelle les exons untranslated. UTR, ça veut dire untranslated. Donc, vous voyez que ici, on a tout ça qui est non codant et tout ça qui est non codant. Seules les séquences codantes sont constituées d'exons codants, sachant que le premier, c'était un exon qui contenait la TG, donc qui est moitié codant, moitié non codant, et le dernier, pareil. Donc, vous voyez que là, c'est un petit peu plus complexe, c'est qu'on n'arrive pas tout de suite, en ayant fait la transcription, on n'arrive pas tout de suite à un transcrit qui contient une séquence codante. Donc, vous voyez que on va donc faire ce qu'on appelle de l'épissage. La structure d'un gène bactérien, eucaryote, pardon, vous voyez que si on a un gène qui est ici, il peut être constitué potentiellement de plusieurs exons
sur l'ARN messager, donc le pré-ARN messager, et vous voyez que pour arriver à un transcrit mature, c'est-à-dire à un ARN messager mature qui va pouvoir être traduit, ben, il va falloir faire de l'épissage. Mais il se trouve que on a soit un phénomène d'épissage qui permet d'avoir tous les exons, et donc on a tous les exons et la protéine qui correspond à tous ces exons codants, soit on a ce qu'on appelle de l'épissage alternatif. C'est-à-dire que l'épissage va se faire entre certains exons, mais pas tous. C'est-à-dire que si vous regardez dans cet exemple-là d'épissage alternatif, et je vais vous le mettre en rouge, vous voyez que ici, cet exon a été éliminé, c'est-à-dire l'exon 4, l'exon rouge a été éliminé. Il y a eu une épissure qui a été faite entre l'exon 3 et l'exon 5, en éliminant toute cette séquence-là qui est considérée comme un intron finalement. Et vous imaginez bien que cet épissage alternatif, il est potentiellement régulé, codé quelque part. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça marche, cet épissage alternatif. Et donc, vous voyez que finalement, à partir d'un gène, on peut avoir un épissage normal, c'est-à-dire une protéine avec tous les exons codants, mais on peut avoir, suite à un épissage alternatif, d'autres protéines, puisque si vous enlevez un morceau à une protéine, elle n'a pas la même fonction. Vous verrez ça l'année prochaine, en semestre 5, la relation structure-fonction d'une protéine, elle est extrêmement importante. Et donc, quand on parle d'un promoteur qui va réguler ici un seul gène, on pourrait dire que chez les bactéries, on a un promoteur, si on a un opérant, il peut réguler en fait plusieurs protéines, et vous le voyez ici, on a la bêta-galactosidase, on a la perméase, on a la transacétylase, mais en fait, je vous ai dit que la définition d'un gène eucaryote, on a un promoteur qui permet la régulation en fait d'une seule séquence codante. Ah oui, mais cette séquence codante, des fois, ce n'est pas forcément la même avec l'épissage alternatif. Donc, on peut avoir aussi une séquence promotrice qui peut réguler plusieurs protéines. Donc, vous voyez la complexité, finalement, de ces structures de gènes eucaryotes. Alors, je vous rassure tout de suite, autant vous devez connaître la structure d'un gène eucaryote, mais on ne va pas vous faire de la notation de gène eucaryote, on va vous faire de la notation de gène bactérien qui est beaucoup plus simple. D'accord? Mais on est tout à fait capable d'annoter des séquences de gènes eucaryotes. Qu'est-ce qu'il suffit de détecter? Il suffit de pouvoir facilement détecter les jonctions qui existent en fait entre les introns et les exons, et donc d'arriver à définir comment va se faire cet épissage. On sait très bien le faire. On sait que les signaux que l'on retrouve, c'est ce qu'on appelle le site donneur. Là, ici, on a l'exon. Les exons sont en jaune. L'intron, il est au milieu, il est en gris. Et on sait exactement comment ça marche, puisque même le mécanisme de l'épissage, il est parfaitement connu. Donc, on sait que l'exon, il se termine toujours par AGG. Et puis après, en fait, il y a un petit trouble, c'est-à-dire que des fois, R, ça veut dire qu'on a une purine, c'est-à-dire soit un A, soit un G. Soit, en fait, ici, on a un Y, c'est-à-dire qu'on a soit CT, une base pyrimidique, puis AGG. C'est toujours comme ça. Le N, c'est-à-dire qu'on a les 4 possibilités, c'est-à-dire ATGC. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle le point de branchement. Alors, je vous ai mis les diapositives de comment fonctionne l'épissage alternatif, mais vous ne devez pas le retenir. Hein. Ça, je ne vous demande pas de retenir cet épissage-là, ces jonctions, de connaître par cœur, évidemment. C'est juste pour vous montrer qu'on sait exactement comment ça marche. Et là, vous voyez, on a le site donneur, on a la boîte de branchement, on a le site accepteur,
On va avoir une attaque nucléophile. Donc ça, c'est de la biochimie. On sait très bien ce mécanisme, comment ça marche. On a ici cette attaque nucléophile, autrement dit, en fait, il se mord la queue ici, et on va donc avoir décrochage du premier exon, 5', puis finalement une nouvelle attaque ici nucléophile, et donc il va venir attaquer le début ici du deuxième exon, et on va avoir ligature des deux exons. Voilà comment ça marche, tout simplement. Donc on est tout à fait capable de trouver où sont ces sites d'épissage. Donc, voilà comment on va pouvoir les déterminer. Petite remarque aussi, c'est que si vous imaginez qu'il y a des erreurs et des mutations sur ces sites ici précis, imaginez qu'en fait, il y ait une mutation qui apparaisse sur une boîte de branchement sur ce site ici. Mais si vous avez une mutation sur ce site ou sur les sites donneurs ou les sites accepteurs, vous allez avoir un problème d'épissage. Et si vous avez un problème d'épissage sur vos exons, vous voyez bien que vous allez avoir finalement un transcrit mature complètement différent. Il y a quelques anomalies de transcription qui ont été détectées et qui, en fait, nous ont permis de trouver des maladies génétiques. Et donc, ce sont des anomalies de transcription qui permettent de faire un diagnostic génétique en génétique constitutionnelle. Et donc, on a pu détecter des maladies génétiques comme ça, par simple mutation sur ces endroits-là. Ensuite, on est capable de trouver aussi à quoi ressemblent les terminateurs de transcription. Un exemple, c'est que très souvent, ils ont cette forme-là. Ça forme une tige boucle. Ce sont des régions qui sont riches en U, donc en fait, en T sur notre ADN, et c'est en fait une structure particulière sur notre ARN messager au cours de la synthèse qui va faire décrocher notre ADN polymérase. Voilà comment ça marche. Du coup, on ne va pas non plus rechercher ces sites de terminateurs. Je vous ai dit, de transcription, c'est pareil en fait chez les bactéries. C'est ce qu'on appelle les terminateurs indépendants. Mais on est capable en fait de les trouver. C'est un petit peu plus complexe que ce qu'on va vous faire en TD. Du coup, si on résume, la structure d'un gène eucaryote, c'est un peu comme la structure d'un gène bactérien. C'est qu'il est constitué de promoteurs. Donc, pareil, les boîtes Montrançal, les data box, machin, des séquences régulatrices, c'est pareil, des opérateurs, des régulateurs, de séquences codantes, CDS, mais, et là c'est marqué en rouge, ces CDS, elles sont découpées dans plusieurs exons codants sur notre séquence d'ADN au départ, donc c'est un peu plus difficile à les trouver. Des signaux de traduction. Ah, mais oui, on n'a pas parlé de RBS. Vous vous souvenez, en fait, sur les bactéries, le signal qui permet la traduction, on a vu, ce sont ces RBS sur lesquels vont se fixer les ribosomes. Chez les eucaryotes, ce ne sont pas les RBS, mais c'est une séquence qui est juste en amont de l'ATG que l'on appelle la séquence, le contexte de Kozak. Ici, c'est Madame Kozak qui avait découvert ça, et donc c'est le contexte de Kozak. C'est juste en amont de l'ATG, juste avant donc le codon start, le codon d'initiation. Ensuite, il y a les terminateurs de transcription, comme en fait les structures de gènes bactériens. Et en fait, il y a beaucoup de séquences qui sont des régions non codantes et qui peuvent contenir des informations, des régions répétées, plein de choses très, très importantes pour la régulation des génomes. Mais ça, vous le verrez en fait en semestre 6, quand vous ferez, et si vous continuez en fait en biologie, vous allez voir ça en fait en analyse génomique fonctionnelle dans le BI 623. Voilà ce que vous devez retenir de ces séquences d'ADN qui contiennent
soit structure de gènes eucaryotes, et donc connaître bien cette structure ici, d'accord? Très important. Soit ce que contient un gène bactérien, et donc de bien connaître la structure de gènes bactériens ici. Une fois qu'on a dit ça à nos informaticiens qui connaissent maintenant la structure des gènes bactériens, mais comment est-ce qu'ils vont programmer leur logiciel pour justement aller détecter la présence de ces gènes bactériens et gènes eucaryotes? Prédire un gène, ça revient finalement à faire quoi? Aller rechercher toutes les séquences que l'on a vues qui sont décrites dans les DIA. Là, c'est aller rechercher ces boîtes -35, donc tous les signaux promoteurs, tous les signaux de traduction, etc. On a vu que c'est assez facile chez les bactéries. Par contre, chez les eucaryotes, et notamment les eucaryotes supérieurs, c'est un peu plus compliqué. On a vu aussi que chez les eucaryotes, et notamment chez l'homme, il y a beaucoup de séquences non codantes. Donc, seuls 5% du génome serait codant. Donc, il y a très peu de transcrits. Donc, si on ne va rechercher que les transcrits, ça va être un peu compliqué. Par contre, les techniques qui sont diverses pour aller prédire un gène, on peut aller rechercher tous les signaux si on les connaît, on peut faire des approches statistiques, on peut faire avec des similarités avec des séquences connues, c'est-à-dire dans les bases de données. Donc, il y a plein de méthodes différentes que l'on peut utiliser. Une des premières méthodes que l'on va utiliser, évidemment, c'est la recherche de signaux. Les premiers signaux que l'on va rechercher, c'est détection des fameuses ORF, c'est-à-dire des phases ouvertes de lecture chez la bactérie. C'est la première des choses que l'on va faire. Alors, revoyons un petit peu ce que c'est qu'une ORF, et donc, vous vous souvenez, c'est contenu entre deux codons stop. Comment les informaticiens ont choisi d'aller détecter la présence d'ORF? La première des choses, c'est de faire une traduction à l'aveugle dans les 6 phases de lecture. Autrement dit, à partir d'une séquence d'ADN inconnue, donc un génome en entier, ils vont traduire en 6 phases de lecture, autrement dit, codon par codon, à l'aveugle. Ensuite, ils vont sélectionner, regarder où sont les codons start, où sont les codons stop, et ils vont regarder petit à petit quelles sont les séquences qui contiennent un codon d'initiation, un codon de terminal. On ne va pas rentrer dans les détails de plus de 99 nucléotides, en fait, on verra ça juste dans les dias d'après. Et ensuite, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que on présente aux biologistes une représentation graphique qui permette de visualiser où sont potentiellement les ORF. Donc, premièrement, allez rechercher en faisant des traductions à l'aveugle dans les 6 phases de lecture. Ça veut dire quoi? Vous avez votre séquence d'ADN. Ça, c'est votre génome ici, votre séquence d'ADN. Le logiciel, il va faire une première chose, c'est qu'en fait, il va faire l'inverse complémentaire ici de votre séquence. Puisqu'on ne sait pas, votre séquence d'ADN, on ne sait pas si elle contient un gène sur ce brin-là ou sur le brin inverse complémentaire. Ça, on n'en sait rien, vous ne savez pas ce qu'on vous a donné comme séquence. Donc, on va faire une traduction à l'aveugle, c'est-à-dire que, comme on a vu que le code génétique, c'est codon par codon, c'est-à-dire 3 bases par 3 bases, on va rechercher lequel code pour les acides aminés, et on va faire phase numéro 1, la phase plus 1. C'est ici, on prend codon par codon, c'est-à-dire AAA, puis ça code pour ici la lysine. Après TTA, ça code pour la leucine, puis ATT, ça code pour l'isoleucine.
ensuite TAC, ça code pour la tyrosine, etc., etc. Et on fait une traduction. Là, on est sur la phase plus 1, ce qu'on appelle en anglais la frame. Frame plus 1. On va commencer à la phase numéro 2. La phase numéro 2, donc la phase plus 2, c'est celle-ci, où là, on commence à la deuxième lettre. Donc, ça fait AAT, puis TAA, et on voit que ça code pour un codon stop, c'est une étoile, etc., etc. Puis, on fait la phase plus 3. Voilà les 3 premières phases de lecture. Ensuite, il va lire dans la phase inverse complémentaire. Donc, on va faire pareil, 3 par 3. Donc, ici, on est sur la phase moins 1, puis la phase moins 2, puis la phase moins 3. On a donc lu dans les 6 phases de lecture possibles. On obtient donc 6 séquences protéiques possibles. Sauf qu'on voit que ces séquences, elles sont remplies de codons stop un petit peu partout. Il va falloir aller rechercher parmi toutes ces séquences-là, quelle est la phase ouverte de lecture potentielle, c'est-à-dire est-ce qu'entre 2 codons stop, je n'ai pas une séquence codante qui permet en fait de coder pour une protéine. C'est ce que va nous faire le logiciel. Le logiciel que vous allez utiliser en TD cette semaine, c'est ORF Finder. ORF Finder, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire il va traduire dans les 6 phases de lecture, ici, plus 1, plus 2, plus 3, moins 1, moins 2, moins 3, et il va vous donner un schéma en vous disant, voilà où sont les codons stop, voilà où sont les codons start et tout, et il va vous mettre en fait des boîtes de couleurs. Donc ça, c'est une version d'ORF. Celle que vous allez utiliser d'ORF Finder, c'est celle-ci. Il va vous donner comme résultat, la première chose, c'est une représentation schématique des séquences codantes. Donc vous voyez ici en rouge les séquences codantes avec une flèche dans un sens, une flèche dans un sens. Donc en fait, lui, il a trouvé potentiellement ici 1, 2, 3, 4 séquences codantes qui commencent par un codon d'initiation, start. Tout est décrit ici. Ça, c'est la première des choses, c'est la représentation graphique. La deuxième chose, en fait, il vous donne des informations sur les ORF potentiels qu'il a trouvés. Et la troisième chose, il vous donne la traduction de la séquence codante sélectionnée, c'est-à-dire qu'ici, on a cliqué sur la CDS, qui est l'ORF 3. Il vous donne la séquence codante ici, et il vous dit, ici en vert, ça serait celle-ci. Il vous dit que c'est sur le brin moins, c'est-à-dire, et sur la phase 3, donc c'est-à-dire la phase de lecture moins 3, ça commence à ce codon start, ça se termine à ce codon stop, et la longueur, la voici. On vous représentera tout ça en TD, puisque vous allez utiliser le logiciel ORF Finder. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous réexpliquera ça cette semaine pour vous dire comment on va l'utiliser. Donc, voilà ce qu'il fait ORF Finder. Il va sélectionner, non, il va vous prédire, en fait, quelles sont vos séquences codantes potentielles, et il les classe par ordre de préférence, c'est-à-dire que la plus probable, c'est la première ici, puis deuxième, puis troisième, puis quatrième. Donc, on vous demandera de regarder les ORF qui paraissent les plus probables et on vous demandera de ne traiter que les 3 premières, les 4 premières, etc., etc. Ensuite, on a vu que le problème, c'est que toutes les ORF, donc toutes les phases ouvertes de lecture, ne sont pas des gènes. Donc, il va falloir sélectionner. C'est-à-dire que ici, vous voyez que les gènes ne peuvent pas se superposer comme ça. Il va falloir sélectionner laquelle est la vraie ORF. Donc, autrement dit, il va falloir trouver le vrai codon d'initiation, la présence d'un gène, pardon, ici la présence d'un gène par comparaison de séquence, ou alors, en fait, ça c'est plus compliqué, s'il y a des introns au milieu, on va avoir finalement des gènes qui vont être morcelés. Ça, c'est pour les eucaryotes.
Est-ce qu'on va pouvoir détecter toute la partie codante des gènes? Ça, des fois, c'est compliqué. Et si vous imaginez que vous avez des erreurs au niveau du séquençage, c'est-à-dire que le séquençage, plutôt qu'avoir ATG, qui était le codon d'initiation, au niveau du séquençage, il y a une petite erreur, on a TTG. Bah, lorsqu'on va faire la prédiction en utilisant ces outils, c'est mort, on ne va pas trouver. Donc, vous voyez qu'il y a quelques limites pour la prédiction de ces gènes, de ces séquences codantes, si il y a des erreurs de séquençage. Vous voyez qu'il y a quelques biais quand même à la détection de tout ça. Donc, on va, pour pouvoir ensuite trouver quelle est la séquence codante parmi toutes ces séquences codantes-là, on va les prendre une à une et on va se dire, si on a une ORF potentielle, c'est-à-dire que si on pense que là-dedans, il y a une ORF, c'est-à-dire que la séquence codante, elle est bien constituée d'un gène, il va falloir aller rechercher tous les signaux de transcription et les signaux de traduction. Et si on trouve qu'il y a des promoteurs juste en amont et des RBS juste en amont, oui, on va pouvoir dire, oui, on a bien notre séquence codante. Et si on a notre séquence codante on aura bien un gène, puisqu'on aura notre séquence codante avec toute la machinerie de transcription et toute la machinerie de traduction derrière. Donc ça, vous le ferez en fait en TD. Une autre façon de faire, c'est que si notre séquence, on a potentiellement prédit une ORF, et donc la structure d'un gène à l'intérieur, mais en imaginant que ce gène, il existe déjà, il suffit de faire des comparaisons avec des séquences déjà connues dans les banques de données, donc faire des alignements, et on va pouvoir peut-être directement avoir notre solution sans passer par des prédicteurs. D'accord? Donc, on va pouvoir faire de la notation de séquences, et c'est ce que vous ferez en TD, à savoir que on va vous donner une séquence d'ADN inconnue, et vous allez rechercher tous les signaux, c'est-à-dire que si vous avez détecté le début de la séquence codante, vous voyez ici, elle est en bleu, alors ici c'est une séquence eucaryote, donc ça veut dire qu'on a plusieurs exons, on a des data box, on a des régions riches en GC ou des cat box, etc., etc. Et donc vous allez mettre un code couleur pour détecter votre gène. On est même capable d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, vous l'avez vu en utilisant BLAST, on est capable, à partir d'une séquence inconnue, de prédire quelle est sa fonction. Vous vous souvenez? En faisant un BLAST X ou un BLAST N sur nos séquences, on est capable d'aller trouver de quelle protéine il s'agissait et d'aller voir avec les banques de données et de savoir exactement de quelle protéine, avec un fort pourcentage de similarité, de quelle protéine il s'agit. Donc, vous voyez qu'en fait, on est capable d'aller au niveau des prédictions maintenant, vu qu'on a beaucoup d'informations contenues dans les bases de données. Il suffit simplement de faire des comparaisons. On est capable de prédire beaucoup de choses suite à nos séquençages à haut débit. Donc, maintenant, pour prédire un gène, il faut aussi avoir la possibilité, lorsque on est chez les eucaryotes, il faudrait avoir la possibilité aussi de prédire des exons codants et des sites d'épissage pour les eucaryotes. Mais oui, on est capable de le faire. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous voyez qu'on vous a parlé ici tout à l'heure d'épissage et donc d'un ARN messager mature constitué de différents types d'exons. D'accord? On est capable d'aller détecter des sites d'épissage qui sont des sites d'épissage exacts. Alors, comment est-ce qu'on fait? Mais vous voyez que là, je vous montre le résultat d'un logiciel qui s'appelle GenModel, qui est capable de détecter très très précisément ici des sites d'épissage. Et vous voyez que les sites d'épissage sont ici en bleu, c'est-à-dire qu'on a les sites accepteurs et les sites donneurs. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure?
Et donc, si on regarde en particulier un endroit, vous voyez ici en jaune, on est en train de grossir. Vous voyez ici, c'est le début donc, de la séquence. Il a prédit, lui, en fait, que ça commence ici, le start. Donc, on voit, lorsqu'on... ici, en jaune, il faut s'imaginer que cette petite région en jaune, c'est celle qui est grossie ici. Et donc, on voit le début, on voit l'ATG, donc il y a détection d'ATG, on voit qu'il a détecté aussi des codons stop, un site accepteur ici, potentiellement. Donc, en fait, on ne sait pas si c'est le vrai codon start ou le site accepteur, etc., etc. Et donc, on est capable, grâce à des logiciels, donc je le répète encore, hein, ce n'est pas ce qu'on va vous demander d'utiliser parce que ça, c'est extrêmement complexe. On le fait en S6 ou en master, hein, mais on le fait en L3. Bien, on peut prédire sur des séquences eucaryotes, on peut prédire toutes ces sites d'épissage, ces exons, la présence de gènes particuliers avec les promoteurs. Vous voyez qu'ici, il y a les Tatabox, il y a la queue poly-A. Donc, vous voyez qu'en fait, on peut aller rechercher les sites de polyadénylation, c'est-à-dire qu'au niveau de la maturation de notre ARN, on sait que le site poly-A, ils sont potentiellement ici. Et pourquoi on est capable d'aller détecter tout ça? Parce que on sait à quoi ressemblent ces séquences. C'est ce qu'on appelle des séquences consensus. On vous en parlera en fait en TD, ne vous inquiétez pas. Et donc, on est capable d'aller rechercher exactement où sont tous ces petits sites. Et vous voyez qu'en fait, on a même des contrôles sur les phases ouvertes. Et là, on vous dit ici, dans cette région-là, on a, après cette séquence, on a le codon stop. Voilà. Et les sites d'épissage, est-ce qu'on a un site d'épissage? Ben non, on n'a aucun site d'épissage. Donc, c'est bien le codon stop de cette dernière séquence codante-là. Voilà. Donc, quand on va faire notre annotation, vous vous souvenez, notre annotation sur nos séquences, ben, on va aller rechercher toutes ces séquences de signaux, de sites donneurs, de sites accepteurs. Là, vous voyez, c'est la même dia que je vous ai posée tout à l'heure. Et donc, c'est des recherches de signaux sur mes séquences, tout simplement. On va pouvoir rechercher aussi et comparer avec des bases de données, c'est-à-dire qu'on va être capable d'aller rechercher ce qu'on appelle les Expressed Sequence Tags, des étiquettes de séquences exprimées. C'est-à-dire que dans les bases de données, et ça, vous en avez certains entendu parler déjà, dans les bases de données d'ARN messager, on est capable de construire des bases de données qui contiennent des vraies séquences exprimées, c'est-à-dire des extrémités d'ARN messager. Et si on les compare avec les bases de données, on voit par exemple que ici, ce sont des séquences exprimées qui existent réellement et qui se superposent sur nos CDS prédits. Donc, on a bien ici, probablement, cette prédiction, elle marche bien. Cette prédiction ici, elle marche bien parce qu'on a aussi des séquences exprimées. Par contre, là, on voit que potentiellement, point d'interrogation, ici, il semblerait qu'on ait une CDS, une séquence codante, qui n'a pas été trouvée par le logiciel puisqu'on aurait des Express Sequence Tags tout le long. Voilà à quoi ça sert. Voilà. Ça, c'est juste pour vous donner une petite idée de comment est-ce qu'on s'en sort après pour essayer de prédire tout ça. Je vous ai mis une diapo ici pour vous décrire ce que sont que ces étiquettes, ces Express Sequence Tags, ces EST. Ce sont des séquences, des petites séquences issues d'ARN messager mature transformées en ADN complémentaire. Donc ça, on l'a déjà vu, hein, on sait ce que c'est que l'ADN complémentaire. Et du coup, ces petits morceaux-là de séquences vous montrent la présence exacte des séquences codantes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est exprimé, qui a été séquencé. Et donc, quand on les rapporte et quand on les aligne avec notre séquence ADN inconnue, si elles sont présentes, c'est que forcément, on a, et c'est ce qu'on vous met ici, on a forcément des séquences codantes dans cet endroit, c'est-à-dire que notre prédiction n'a pas bien marché, notre prédicteur ne l'a pas détecté.
Et donc, vous voyez bien que c'est compliqué chez les eucaryotes de pouvoir aller détecter toutes ces séquences codantes, puisque ce n'est pas seulement la présence d'un start et d'un stop qu'il nous faut, c'est aussi les sites d'épissage. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous voyez que au final, ce qu'on va pouvoir aller détecter, finalement, c'est ce qu'on a déjà pu détecter, vous vous souvenez, encore une fois, avec des blasts. Encore une fois, les bases de données nous aident beaucoup. Donc, c'est quand on fait de la prédiction, on va utiliser des outils de prédiction, mais on va également aussi utiliser les bases de données, puisqu'on a tellement de choses contenues dans les bases de données qu'on va faire des blasts, on va faire des alignements de séquences pour voir si on a la possibilité de vérifier où sont nos petits exons ou notre grands exons. Et enfin, on va terminer ça en faisant de l'annotation sur nos séquences. Et donc, vous voyez que ici, sur les gènes eucaryotes, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on voit que on a notre data box qui serait ici, vous voyez notre séquence, puis on a l'exon 1 avec le start qui serait ici, puis ça, c'est l'exon 2. Donc, l'exon 2, il va venir s'épicer ici, puis là, il va venir s'épicer avec l'exon 3, puis celui-ci va venir s'épicer avec l'exon 4, et on voit qu'on a le codon stop ici, et dans cet exon qui est non codant, on a le site de polyadénylation ici. Voilà ce qu'on va noter. Et que tout ça, ce sont donc des introns. Ici, tout ça, ça va être enlevé. Voilà comment on fait la notation. Ici, on a un site de fixation d'un facteur de terminaison. Donc ça, c'est le facteur probablement de facteur de transcription. Donc probablement qu'ici, il y a déjà un site qui va aider à l'ARN polymérase de venir lire la séquence et se fixer ensuite sur la data box. Donc, quand on vous parle de promoteur sur lequel va se fixer l'ARN polymérase, elle a des facteurs qui permettent de l'aider à reconnaître où est cette séquence-là. Donc, plein d'autres protéines qui vont aider l'ARN polymérase à reconnaître parmi ces milliards de bases de données, ces milliards de bases de séquences d'ADN, de aller reconnaître, bien entendu, la bonne séquence promotrice pour être efficace. Donc, vous voyez que quand on veut faire de la prédiction, on utilise à la fois des outils de prédiction, mais aussi de l'alignement de séquences. On fait toujours un blast pour voir derrière s'il y a la possibilité de nous aider si on a des points d'interrogation ou de nous confirmer qu'on a bien nos séquences et notamment en fait contre les EST. Très souvent, en fait, on utilise ces Express Sequence Tags pour pouvoir faire ça. Et donc, vous vous souvenez, on a fait les TD déjà d'annotation, d'alignement. Donc, c'est renvoyer le cours de Pierre Bretzelec qui vous permettra de bien comprendre comment on fait ça. Et enfin, pour terminer, on fait ici de la prédiction. Donc, forcément, qui dit prédiction, dit qu'il y a un pourcentage d'erreurs et de choses incorrectes ou qu'on va passer à côté d'informations réelles contenues sur les génomes. Donc, si on compare maintenant certains outils de prédiction, on voit que il y en a certains qui sont plus corrects que d'autres et on va utiliser GeneMark, vous verrez, pour détecter nos séquences codantes. Et vous voyez que GeneMark, c'est celui qu'on va utiliser avec ORF Finder en TD. C'est celui qui fait de façon la plus correcte les prédictions et surtout pour les bactéries. Il y a d'autres logiciels, vous voyez, GenScan, qui est très bien, c'est celui GenModel et GenCan, c'est celui qu'on vous a montré là dans la dia pour détecter en fait les exons. Vous voyez qu'il arrive à prédire quand même jusqu'à plus de 65%, non, c'est 63,4% de
d'exons. Et donc, du coup, en fait, c'est aussi un prédicteur qui est relativement intéressant. Mais bon, il en oublie quelques-uns. Donc, il est important d'utiliser plusieurs outils en parallèle pour essayer de faire le maximum de prédictions justes. Et encore une fois, ça reste toujours de la prédiction. Donc, il faut qu'il y ait absolument une interaction entre les biologistes et les bioinformaticiens. Donc, quand on fait du séquençage, tout de suite après, on va faire de la prédiction de gènes. Et donc, la prédiction de gènes, c'est ce que vous ferez en TD. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre ces gènes et les informations qui sont contenues dans nos génomes. C'est ce qu'on appelle faire de l'annotation fonctionnelle. Et donc, cette annotation fonctionnelle, on l'a fait en utilisant beaucoup les bases de données. Et ensuite, pour confirmer tout ça, une fois qu'on a comparé avec toutes les banques de données, cette annotation, ben forcément, on revient toujours sur une annotation manuelle. Il y a toujours un contrôle du biologiste derrière en disant, bon, ben, ok, là, tu m'as annoté ce gène. Il semblerait que ce soit celui-là, mais on va quand même faire la manip derrière pour potentiellement vraiment cloner cette séquence, l'exprimer dans des vecteurs de clonage, exprimer dans des cellules, exprimer les protéines et visualiser si on a bien la protéine qui est produite derrière. Donc, on va devoir valider toutes ces annotations-là. Et donc, après, si on vérifie et qu'on permet de valider, on va donc réannoter dans les banques de données en disant, voilà, ça a été validé, c'est plus la prédiction, c'est plus des hypothetical proteins, mais ce sont vraiment des protéines exactes qui existent vraiment, donc on va leur donner le nom, etc., etc. Donc, à la fin, il est évident que vous voyez l'intérêt de toutes ces collaborations entre les bioinformaticiens, c'est-à-dire informaticiens qui connaissent la biologie et les biologistes. L'idée, c'est quand même de pouvoir discuter pour pouvoir faire des procédures automatiques qui sont indispensables. Mais pour ce faire, il faut aussi des interfaces graphiques de telle manière qu'on puisse visualiser très rapidement tout ça, en fait. Qu'il ne s'agisse pas d'avoir que des programmes informatiques avec des codes. Il faut qu'on ait des interfaces où on peut visualiser très rapidement le résultat. Donc, vous voyez qu'il y a un effort manuel qui est important pour faire tout ça et ça commence à bien fonctionner. Donc, j'en ai fini pour le cours. Je vais reprendre cette notion de ST puisque j'ai une petite question et qu'il m'en reste 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ces Express Sequence Tags? Ça veut dire que ces banques de données contiennent des séquences partielles, donc c'est un séquençage partiel de nos ARN messagers qui ont été, vous voyez, en fait, ici, on part d'un ARN messager que l'on va séquencer. Mais le séquençage ne se fait pas en entier. On ne séquence que les 2 extrémités, c'est-à-dire qu'on fait le début de l'ADN complémentaire. Donc, le début, ici, c'est ce qu'on appelle les 5' EST. Donc, on a les 5' EST ici et les 3' EST. Donc, comment on fait? On part de l'ARN messager, on fabrique l'ADN complémentaire. Cet ADN complémentaire, on le met dans des séquenceurs, on le met dans des vecteurs de clonage et on ne séquence que des tout petits morceaux. Et donc, on va avoir des petits bouts ici et des petits bouts ici. Donc, qui vont refléter des séquences d'ADN complémentaires issues d'ARN messager, mais on n'a juste que des petits bouts, c'est-à-dire l'extrémité ici, 5' UTR avec le début de la séquence codante. Et ici, on va voir la 3' UTR avec la fin de la séquence codante. Ce qui fait que quand on compare avec nos EST, vous voyez qu'en fait, on a ici, on est chez les eucaryotes, donc vous voyez que les premières EST,
elle concerne les premières séquences codantes, les premiers exons. Et ces premiers exons, en fait, ici, ben, constituent ces premiers exons qui sont là. Donc, ils recouvrent ça. La deuxième, ici, les deuxièmes EST recouvrent la fin. Donc, autrement dit, ici, ça serait potentiellement des séquences codantes, des EST, pardon, donc des exons non codants que l'on devrait retrouver ici. Donc ici, on devrait avoir des exons, probablement des exons non codants, avec les régions donc 3' UTR, et peut-être une petite partie non codante ici. Vous voyez que les EST, ils peuvent aller jusqu'à cette région-là. Et donc, du coup, ça veut dire que ces EST qui recouvrent cette région nous montrent que on a, par la technique de prédiction, des exons qui manqueraient, c'est-à-dire que la CDS devrait se terminer ici. Voilà à quoi servent ces banques EST et que sont ces banques EST. Ce sont des étiquettes de séquences exprimées, c'est-à-dire qui sont issues d'ARN messagers qui ont été séquencés. Donc, ils existent vraiment, puisqu'ils ont été issus d'ARN messager séquencé. Voilà, de rien Nora, et je vous souhaite donc une bonne journée, bon TD. Donc, revoyez la partie surtout structure de gènes bactériens, puisque dans le TD de cette semaine et de la semaine prochaine, on va annoter un gène bactérien. Alors, pour ceux qui sont en SVT-DL, vous avez eu le message de Françoise Lamy, comme quoi, en fait, les SVT et les doubles licences, on vous propose de faire le TD vendredi matin. Et donc, moi, personnellement, je vais recontacter tous les DL pour savoir à quelle heure on peut le mettre. Et donc, est-ce qu'il y aurait un double licence DLBI et un double licence DLCB qui pourraient par chat me dire qui seraient les correspondants pour que je les contacte à mail pour savoir en fait quand c'est qu'on peut programmer donc un DL et un sur le chat. Madame, vous m'entendez? Oui, oui. En fait, je comprends pas pourquoi on peut pas assister au TD de ce soir. Le problème, c'est qu'en fait, vous allez être trop nombreux parce qu'il n'y a que 2 enseignants. Et d'habitude, il y en a 3. D'habitude, on est 4. Parce qu'en fait, vendredi, pardon, on a cours. Donc, en fait, je pense que ça arrange tout le monde qu'on assiste au TD de ce soir. Vu que le créneau que vous proposez, on a un TD en informatique. Donc ça, c'est pour les DLBI. Les DLCB, Oui. est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'un DLCB, à Du coup, on 9h30, pourra on n'a pas... assister ce soir. Du coup, Les c'est bon. DLBI, OK pour ce soir. Ok, merci. Au revoir. De rien. Les DLCB, s'il vous plaît. Donc, Alizé, est-ce que vous voulez bien activer votre micro, s'il vous plaît? Un DLCB. Oui, du coup, on a un trou vendredi de 9h30. Ouais, à partir de 9h30, on a un cours à 8h et un cours à 11h. Donc, juste un trou de 9h30 À 11h. à 11h. OK, bon, ben, ça ne va pas être possible pour moi. Quand c'est que vous pourriez dans la semaine? Je sais pas du tout parce qu'on n'a pas les mêmes TP que les moitiés de classe, donc je sais pas quand les autres sont disponibles. OK. On n'a pas beaucoup de dispo cette semaine. Comment? On n'a pas beaucoup de dispo, on a des TP toute la semaine pour le groupe A. Ok, donc qui est-ce qui voudrait bien être le correspondant par email pour que je puisse communiquer avec? Moi, je veux bien. Ok, vous me mettez votre email, Noémie, s'il vous plaît. Ouais. Ok, et du coup, en fait, c'est possible qu'on fasse les 2 TD en même temps sur un créneau la semaine prochaine, si ça vous arrange, ok? Comme ça, on fait l'un à la suite de l'autre. D'accord. D'accord? Donc, Noémie,
Vous me notez votre email. Ok, ok, vous m'avez noté votre email qui n'est Oui, pas. c'est Ouais, bon. ok. Très bien. C'est noté. Je corresponds avec les DLCB. Les DLBI, vous pouvez assister ce soir. Les DLCB, donc les SVT, c'est vendredi matin. Les DLBI, c'est ce soir. Et les DLCB, on voit ensemble. Très bien. Ok, Merci beaucoup. au revoir. Bonne journée. Au revoir tout le monde.